Bonjour à tous, je me présente, Olivier Hanoul, donc associé au sein du cabinet Roland Berger dans la practice automobile. Je travaille sur de nombreux projets liés à la décarbonation de l'industrie de la mobilité et je suis ravi d'être ici avec vous pour parler décarbonation et mobilité hydrogène. Avant de commencer le tour de table, petite introduction, on est au cœur de l'actualité, il y a un plan de 7 milliards d'euros qui vise le plan hydrogène, qui vise à la fois à décarboner l'industrie, décarboner la mobilité et puis à mettre un accent sur la formation en France, poussé par 3 acteurs, BPI, l'Agence nationale de la recherche et l'ADEME. Donc c'est un excellent prétexte pour parler aujourd'hui de mobilité hydrogène. Je passe la parole à Stéphane Kaba pour commencer le tour de table. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. Donc Stéphane Kaba, moi je suis en charge en fait chez Alstom de l'aspect stratégique de l'activité qu'on appelle Smart and Green Mobility. Donc je m'occupe en fait des développements des solutions qui soient les plus propres possibles. Vous comprenez bien que l'hydrogène a un rôle important dans la nouvelle stratégie du groupe Alstom. Et j'ai une deuxième casquette également, c'est la partie grande vitesse, dont je m'occupe également en fait du TGV du futur, mais qui est un autre sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc je pourrais effectivement ensuite développer, je pense qu'il y aura des questions-réponses, c'est ça en fait une session, d'accord, voilà. Donc je passe la parole à mon voisin. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Shem Nadjar. Je travaille dans l'hydrogène depuis 2007. J'ai pu travailler sur un certain nombre de projets, en particulier en Californie, aux États-Unis, sur le déploiement de l'infrastructure de stations à San Francisco, sur la baie. J'ai pu travailler sur les projets d'infrastructure de mobilité lourde à Long Beach et sur Ontario, donc les grosses stations de Shell. Et en particulier aussi sur certaines stations aux Pays-Bas. Voilà. Donc je suis plutôt un expert sur la mobilité et l'infrastructure de stations-service. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'était Last Minute. Donc Valérie Bouillon-Delporte, je dirige l'écosystème hydrogène de chez Michelin depuis quelques années, puisque j'accompagne le sujet hydrogène chez Michelin depuis fin 2013. Donc j'ai eu l'occasion pour Michelin notamment de faire les recommandations stratégiques pour que Michelin se positionne de façon active sur l'hydrogène, à la fois à travers des filiales comme Symbio, qui a pour ambition de devenir le leader mondial des piles à hydrogène à l'horizon 2030, mais également chez Michelin, puisque nous avons 2 branches d'activité pour lesquelles l'hydrogène est importante. Au sein des services de mobilité, nous avons lancé Wattea, une filiale 100% Michelin qui propose des services de mobilité zéro émission pour accompagner les flottes captives. Et puis au niveau des matériaux, puisque Michelin a une division matériaux de haute technologie. J'ai une bonne connaissance en mobilité, j'ai présidé l'association industrielle en Europe et présidé le Governing Board, donc le partenariat public-privé. Je suis également la première vice-présidente de France Hydrogène, l'association nationale de l'hydrogène. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de commencer par partager quelques éléments sur la mobilité routière. On aura ensuite une vision sur les autres mobilités, mais peut-être je peux commencer par la pression réglementaire qui s'accélère en ce moment sur la décarbonation de l'industrie routière. On avait une cible à 130 grammes pour les constructeurs en 2015, on est passé à 95 en 2020, 80 en 25. Et là, pour 30, la cible se situera entre 59 et 43, 43 correspondant à l'objectif le plus ambitieux proposé par le Green Deal européen. Et Green Deal qui propose également l'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques à horizon 2035. Donc on a une pression réglementaire qui s'accentue. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on est un peu à un moment charnière. On a vu au cours des derniers mois plusieurs constructeurs qui en fait s'engagent sur des cibles de réduction de leurs émissions de CO2 qui vont au-delà de la réglementation, principalement pour des raisons de valorisation boursière. Mais du coup, on est dans une charnière où la réglementation n'est plus le seul driver de la décarbonation de l'industrie. Peut-être un mot de l'hydrogène vert rapidement.
il en faut pour décarboner la mobilité. Nous, notre vision, c'est que l'hydrogène vert ne sera pas le facteur limitant pour le développement d'une mobilité à hydrogène, principalement en raison de la nécessité, de toute façon, pour le marché actuel de l'hydrogène, de basculer sur de l'hydrogène vert. Ensuite, c'est compliqué de discuter de l'avenir de l'hydrogène dans la mobilité sans évoquer la concurrence avec les véhicules électriques à batterie. Si on regarde, on fait une comparaison un peu rapide des deux technologies. D'un point de vue technique, on a un avantage à la technologie hydrogène sur la densité d'énergie et l'autonomie qui est plus grande. On a un avantage sur le temps de refueling qui est plus court que sur les véhicules à batterie. Et par contre, on a un principal écueil qui va être le rendement énergétique avec le rendement de la pile à combustible qui est inférieur à celui de la batterie, plus le rendement à prendre en compte en amont d'électrolyse. Et donc au final, juste pour avoir un ordre de grandeur, ça veut dire que quand on fait tourner une éolienne pour produire de l'électricité, par exemple, dans le cas d'un véhicule à batterie, on va avoir 75% de l'énergie qui va contribuer à la traction du véhicule versus plutôt 25% pour avoir un ordre de grandeur pour un véhicule à hydrogène. D'un point de vue économique, cette fois, aujourd'hui, en moyenne, en gros, on a encore un écart de 30% à peu près de compétitivité, de manque de compétitivité des solutions hydrogènes. Donc cet écart, il va se réduire. Il est principalement lié au faible volume actuel. Mais on pense néanmoins qu'à moyen terme, en moyenne, cet écart persistera. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire en termes de développement du marché ? Là, il faut séparer deux principaux segments. Le segment des véhicules lourds commerciaux et puis le segment des véhicules légers. Pour le segment des véhicules lourds, je commence par ça parce que c'est là où le déploiement a le plus de sens. On a travaillé au cours des derniers mois pour le Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking. Donc c'est un partenariat public-privé entre la Commission européenne, les industriels et puis les organismes de recherche. L'étude détaillée est disponible sur notre site, mais les principaux éléments de synthèse, c'est que pour certains cas d'utilisation, et principalement donc sur le heavy duty, les camions les plus gros qui font du long haul, on peut avoir à horizon 2027 une compétitivité coût et du coup potentiellement une prise de part de marché de ces solutions hydrogènes qui pourrait être de l'ordre de 30% à horizon 2030. Donc sous plusieurs conditions, qu'il y ait assez de volume produit, à peu près 60 000 en 2030, que le coût du kilogramme de l'hydrogène soit un prix raisonnable, autour de 6 €, on a considéré, et qu'il y ait des infrastructures qui suivent. Donc voilà pour la partie truck. Et pour la partie véhicule léger, là la situation est un peu plus compliquée, avec en fait un virage vers les véhicules électriques à batterie qui a déjà été pris. Et aujourd'hui, on voit l'hydrogène on voit que l'hydrogène ne répondra qu'à une faible partie de la réponse par rapport aux véhicules électriques à batterie à horizon 2030. Donc sur certains cas d'usage, typiquement une flotte de véhicules qui roulent beaucoup comme une flotte de taxis, ou sur certains segments comme le segment du premium par exemple. C'est tout le mal qu'on souhaite par exemple à la start-up française Opium qui est positionnée sur ce segment. Donc voilà les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous au sujet de la mobilité routière. Et je laisse Stéphane continuer sur la mobilité ferroviaire. Oui, merci. Donc là, effectivement, on va parler en fait de solutions de mobilité très lourdes, parce qu'on parle de train. Et il faut savoir que Alstom, depuis très longtemps, croit très fortement, bien évidemment, à la capacité du ferroviaire de verdir l'économie. C'est un sujet qui est important aujourd'hui. On parle du diesel ban, effectivement, 2035, interdiction des moteurs thermiques. Il y a des actions côté Commission européenne pour pouvoir effectivement atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc on considère que le ferroviaire est un vecteur absolument essentiel dans l'équation
économiques et écologiques nécessaires pour pouvoir effectivement avancer dans la bonne direction. Donc l'hydrogène aujourd'hui fait partie de la stratégie tout à fait assumée, tout à fait mise en avant, bien évidemment par Alstom. Et on n'a pas commencé aujourd'hui. On a commencé en 2014. En 2014, on a commencé en Allemagne, parce qu'à l'époque, effectivement, les Allemands, notamment le Länder des Basse-Saxe, a cru au développement, au déploiement de solutions hydrogène et à une application dans des solutions de mobilité lourde qui n'était pas tout à fait évidente, parce que quand vous avez un train effectivement qui fait plusieurs centaines de tonnes, il faut pouvoir, le bouger, et il faut pouvoir effectivement atteindre des performances en termes de vitesse, en termes d'accélération et surtout en termes d'autonomie, parce que l'autonomie est la clé absolument essentielle dans le cadre effectivement des solutions de mobilité hydrogène. Donc on a été effectivement très proactif par rapport à tout ça. On a été effectivement aidé par les lenders allemands à l'époque, et on a pu en 2018 mettre sur le marché une solution hydrogène qui s'appelle le train e-Lint. Donc c'est un train en fait qui fait partie de la gamme de produits des trains régionaux en fait pour Alstom. Et ce train-là circule en service commercial. Donc ce n'est pas un proto, c'est vraiment un train en service commercial. Il y en a 2 aujourd'hui qui circulent donc en Allemagne. 100 000 km ont été réalisés, autonomie 1000 km, 140 km/h et une capacité de 150 passagers. Donc c'est un train qui est 100% hydrogène, donc qui est très utile pour pouvoir exploiter ce qu'on appelle les petites lignes ou des lignes, notamment en France. Il y a un gros sujet sur la France par rapport à ces petites lignes, à exploiter des trains en totale autonomie. Donc l'immense bénéfice par rapport à ce qu'on faisait auparavant, c'est qu'avant vous aviez des trains diesel, et le diesel est très polluant, premièrement. Et deuxièmement, même s'il y a un nombre de 6000 trains diesel aujourd'hui qui sont en circulation sur le marché européen, 1200 en France, il va falloir effectivement les faire évoluer et les verdir très clairement. Mais au-delà de ça, il y a aussi le rôle du ferroviaire en tant que, que vecteur pour capter une partie en fait, du trafic routier. Nous, on milite très fortement, bien évidemment, pour que le train puisse remplacer la voiture diesel, notamment aussi au niveau du fret. J'en parlerai un peu après dans le détail. Le fret est aussi un vecteur absolument essentiel dans le verdissement des économies. Aujourd'hui, en France, on n'a que 9% du fret qui est ferroviaire. 91% du fret, c'est du routier, et un peu de maritime, enfin un peu de fluvial, mais beaucoup de routiers. Donc il y a eu un déclin effectivement du fret ferroviaire durant les 15 dernières années. La puissance publique aujourd'hui en France est très consciente effectivement de ce déclin, consciente de l'impact positif que peut avoir en fait le fret propre, le fret zéro émission, j'ai envie de dire, dans l'économie, dans l'écosystème global du fret national et européen, et aussi mondial d'ailleurs. Vous voyez les Américains d'un côté qui ont beaucoup de trains de fret, mais qui polluent affreusement parce qu'il n'y a pas de ligne électrifiée sur le marché américain. Vous prenez l'Australie, c'est pareil aussi. L'Australie, c'est un marché important au niveau du fret sans réseau électrifié. Donc il y a un potentiel absolument significatif pour pouvoir verdir les économies au travers ces solutions régionales, fret, qui soient utilisées à partir de solutions hydrogène. Donc ça, c'est un point important. Et pour revenir à ces 2 trains donc, qui sont en service commercial depuis 2018, on a non seulement donc, fait beaucoup de kilomètres, 100 000 kilomètres, on a aussi démontré que ces trains pouvaient rouler ailleurs qu'en Allemagne. Donc on a eu plusieurs pays comme la Belgique, comme la Suède, récemment la France. Au mois de septembre, le ministre Djebari a pu effectivement faire un tour de roue dans ce train e-Lint à Valenciennes. Donc c'était pour nous un élément extrêmement important pour pouvoir dire que ce train n'est pas uniquement lié au réseau allemand. Et donc on a des très grandes ambitions. Et les très grandes ambitions sont déjà aujourd'hui confirmées dans un momentum qui est très positif, puisque nous avons eu 3 contrats majeurs. Un contrat en Allemagne pour 41 trains, 100% hydrogène. Un contrat en France. Il y a 4 régions françaises, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont investi dans 12 trains qui, eux, sont ce qu'on appelle des bimodes. Donc des trains qui peuvent à la fois rouler sur des réseaux qui sont caténarisés, donc avec une solution électrique, avec un caténaire, un pantographe. Et lorsque ces trains intègrent des réseaux qui ne sont pas électrifiés, peuvent utiliser la solution hydrogène embarquée dans le train. Donc,
on a vraiment une palette qui est très vaste et on ne va pas s'arrêter là parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, effectivement, il y a des grands programmes européens. Vous avez les IPCEI, ces fameux programmes structurants pour mettre en avant la solution hydrogène, pour construire un mécano, j'ai envie de dire, industriel, alliant les mobilités, qui soit cohérent et qui soit efficace dans les perspectives effectivement européennes de décarbonation de l'économie. On souhaite effectivement manifestement s'inscrire dans cette dynamique et développer d'autres solutions plus efficaces, moins chères, en collaboration avec aussi d'autres secteurs. C'est-à-dire que le ferroviaire ne s'inscrit pas dans une logique purement silo de travailler qu'avec la filière ferroviaire française, mais on souhaite s'inscrire dans une collaboration avec d'autres secteurs. C'est très important, les synergies avec le maritime, par exemple. Dans les puissances demandées par des générateurs stationnaires ou embarqués pour les bateaux, on est très proche en mégawatts de puissances qui sont celles qu'on va utiliser pour des locomotives, pour le fret. Donc c'est quelque chose effectivement qui pour nous est absolument fondamental et on s'inscrit dans cette logique collaborative à l'échelle nationale, à l'échelle européenne pour aller de l'avant et développer en tout cas un monde qui soit vivable pour les générations à venir. Alors moi, je voudrais, avant de parler un petit peu de ce que fait Michelin, je voudrais d'abord vous donner des éléments de perspective pour remettre l'église au centre du village. La première, c'est qu'il faut arrêter d'opposer véhicules électriques à batterie et véhicules électriques à hydrogène. On a besoin des deux. L'Europe a fixé une cible dans Fit for 55 qui est très claire. En 2035, on arrête de vendre des véhicules thermiques. En 2035, l'objectif, c'est d'avoir sur les routes 30 millions de véhicules zéro émission. Ça ne se fera pas qu'avec la batterie. On aura besoin, dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, on aura besoin aussi de véhicules électriques à hydrogène. Et plus le véhicule est lourd, Stéphane en donne un très bon exemple avec le train, plus l'hydrogène est une solution pertinente. La complémentarité se fait aussi dans les usages. Je pense que vous avez mentionné les taxis. Il n'y a pas que les taxis, il y a aussi la livraison des marchandises. Aujourd'hui, si tous les constructeurs sortent des véhicules utilitaires à hydrogène, c'est parce que dans la plupart des usages, donc seulement dans 25% des cas, la batterie va leur permettre de faire leur travail au quotidien. Donc ça veut dire que dans 75% des usages, ça ne le fait pas. Donc que ce soit Renault, que ce soit Stellantis, que ce soit récemment Hyundai, que ce soit Ford, ils vont tous mettre sur la route des véhicules électriques à hydrogène. Le deuxième point qui a été mentionné, c'est l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique du puits à la roue, c'est très bien. Là aussi, il y a des améliorations. Mais finalement, ce qui est important, c'est aussi de progresser par petits pas. Le plus important, c'est moins de CO2, amélioration de la qualité de l'air, les fameux NOx. D'accord ? 40 000 morts en France chaque année des suites du problème de qualité de l'air. Quand vous achetez un véhicule thermique, est-ce que vous vous posez la question de l'efficacité énergétique ? Je ne pense pas. Parce que si vous vous la posiez, vous n'auriez pas acheté de véhicule thermique. Un véhicule thermique, c'est 25% d'efficacité énergétique. C'est-à-dire chaque fois que vous allez mettre 1 litre dans votre véhicule, il n'y en a que 250 millilitres qui serviront à propulser votre véhicule. L'hydrogène, c'est un peu moins bien que le véhicule à batterie, puisque le véhicule à batterie a une efficacité énergique, alors tank to wheel, de 76%. En revanche, de 96%, pardon. En revanche, l'hydrogène, c'est que 66. Mais 66, c'est déjà beaucoup mieux que le véhicule thermique. Donc c'est un premier progrès. Je pense qu'il faut aussi le saisir. On parle également de coûts. Là aussi, ramenons sur un dénominateur commun. Le coût au kilomètre délivré. Parce que finalement, c'est ça qui compte. Ça coûte combien l'infrastructure si on la ramène au coût du kilomètre délivré ? Une station hydrogène, ça coûte plus cher. Mais quand vous ramenez le coût de la station hydrogène au coût du kilomètre délivré, c'est 2,5 fois moins cher qu'un chargeur de batterie rapide. En termes de rapidité, ce qui peut être essentiel pour certains métiers, notamment les métiers de la logistique, ben là aussi, une station à hydrogène va délivrer en nombre de kilomètres 7,5 fois plus rapidement que la borne de recharge rapide. Donc on voit bien qu'on a besoin des deux. On voit bien que selon les usages, les usagers, les end-users, vont demander un véhicule équipé d'une technologie plutôt que d'une autre. Et là aussi, la réglementation a un rôle à jouer. On parle de plus en plus des ZFE, ces fameuses zones à faible émission.
va y en avoir, elle va concerner très rapidement en France toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Les professionnels sont face à un défi. Ils vont devoir s'équiper de véhicules qui vont leur permettre de pouvoir toujours accéder à ces zones. Alors certes, la technologie et le véhicule hydrogène aujourd'hui est encore un peu plus cher. Mais je suis sûre que vous avez acheté dans votre vie, il y a quelques années, des CD-ROM, ou vous avez acheté même, pour les plus anciens, des magnétoscopes. Au début, ça coûtait très très cher parce que vous étiez les pionniers. On est dans cette phase de early stage au niveau du véhicule hydrogène. Les véhicules hydrogène, aujourd'hui, se fabriquent seulement par milliers. D'accord ? Le véhicule électrique à batterie, qui est là depuis quand même plus de 15 ans, se fabrique en quantité plus importante, ce qui permet une réduction des coûts, comparé quand même aux véhicules thermiques qui se fabriquent par centaines de milliers, voire par millions. Ce que l'on sait, c'est que très rapidement, les courbes se croisent et que ce soit le véhicule électrique à batterie ou le véhicule électrique à hydrogène, à partir du moment où on arrive à des quantités suffisantes, alors on estime qu'à partir de 100 000 véhicules, on franchit un seuil, on arrive à une compétitivité du véhicule. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut se projeter aussi. Vous ne pouvez pas demander à une technologie nouvelle dont les premiers véhicules ont été déployés en 2015 d'être déjà au prix d'une technologie qui est là depuis plus de 120, 130 ans. Vous avez également, tu l'as mentionné Stéphane, l'IPCEI. Alors, l'IPCEI, c'est un terme épouvantable, mais vous avez tous entendu parler de l'Alliance Batterie. L'hydrogène, c'est l'Alliance Hydrogène, c'est-à-dire au niveau de la Commission européenne, on s'est rendu compte qu'en termes de batterie, on avait des atouts, mais on ne maîtrisait pas l'ensemble de la chaîne de valeur, qu'il y avait des pans de cette chaîne de valeur qui échapperaient complètement aux industriels européens. En revanche, sur l'hydrogène, de la production de la molécule jusqu'aux usages, en passant par le transport de la molécule, en passant par sa distribution, par son stockage, par les composants et par les fabricants d'objets, on avait des champions en Europe. Et le but de cette alliance européenne, IPCEI notamment, c'est de créer une filière industrielle créatrice de valeur en Europe et notamment d'emplois. Et c'est dans ce schéma que des industriels, alors Michelin n'est pas le seul, Michelin, Symbio, côté automobile, vous avez également Faurecia qui s'est engagé dans cette voie, Plastic Omnium. Donc toutes ces sociétés sont en train de développer des solutions pour répondre à ces nouveaux marchés, avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes suivant les sociétés. Quand vous fabriquez des pots d'échappement, quand vous fabriquez des réservoirs à carburant, vous avez intérêt à aller super rapidement adresser ces nouveaux marchés. Parce que dans quelques années, quand en 2035, on arrêtera de vendre des véhicules thermiques, vous faites quoi? Quand vous êtes un fabricant de pneumatiques, c'est intéressant de se diversifier, mais la pression n'est pas du tout la même. Donc pour Michelin, c'est un enjeu de pouvoir apporter à la fois des solutions, donc au-delà du pneu, avec des solutions pour les flottes de services, mais également des matériaux pour arriver à fournir aux fabricants de composants, de piles notamment, des composants qui répondent à leurs besoins. Donc on voit bien qu'on a une accélération au niveau européen, mais également au niveau français. Et les chiffres sont assez importants. Si je vous prends la base de l'étude de France Hydrogène, trajectoire pour une grande ambition hydrogène, l'objectif, c'est x 1000 au niveau des véhicules déployés. Aujourd'hui, on est à 400 véhicules sur les routes. Ce n'est pas beaucoup, mais ça grossit. L'objectif en 2030, c'est 450 000 véhicules légers, donc principalement des véhicules utilitaires, et 10 000 véhicules lourds. Alors, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de trains, Stéphane, t'inquiète pas, mais j'ai plus les chiffres en tête. Au niveau mondial aujourd'hui, là aussi, les ambitions sont importantes, même si on est sur des volumétries qui sont encore faibles. Vous avez 40 000 véhicules qui sont déployés au niveau mondial, 700 stations. Vous avez également 5 000 véhicules lourds, mais ça veut dire en 2021 qu'on a déjà fait plus 50% par rapport à 2020. Rappelez-vous, l'hydrogène est une technologie naissante. Donc, gardez en tête, on aura besoin de toutes ces technologies. Et c'est aussi un enjeu pour les industriels qui doivent intégrer dans leur portefeuille cette capacité à travailler de nouvelles technologies. Et l'objectif, il est quand même assez ambitieux, ne serait-ce qu'au niveau européen, puisqu'on parle de 30 millions de véhicules zéro émission. Sur les stations, je te laisse la parole. Merci, tu m'as piqué la moitié de mes chiffres. Bon, je confirme les chiffres annoncés par Valérie.
Dans le monde aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 véhicules fuel cell. Et les estimations de l'IEA qui ont été annoncées lundi prévoient dans leur scénario Net Zero Emission un chiffre hallucinant de 15 millions de véhicules à zéro émission, la plupart étant des light duty. Et ça veut dire quoi en termes de stations? Ça veut dire qu'en 2030, il faudrait entre 18 000 et 27 000 stations hydrogène dans le monde. Et donc, il va falloir commencer tout de suite à les faire. Donc, je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble une station hydrogène aujourd'hui, mais en fait, il y en a plusieurs. Il y en a 350 bars, il y en a 700 bars. Je ne sais pas si vous savez quelle est la consommation d'un véhicule à hydrogène aujourd'hui. Avec 1 kg, on peut faire 100 km. Et du coup, une Mirai qui aujourd'hui fait, la Mirai 2 a un réservoir de 7 km, a une autonomie de 700 bornes. Avec un plein qui dure 3 à 5 minutes. Donc en fait, ça reste un véhicule électrique, mais qui a tous les avantages d'un véhicule à combustion interne. Savoir, il va se refueler en 3 à 5 minutes avec une autonomie très longue. Et donc je rebondis sur ce que disait Valérie. Aujourd'hui, c'est plus cher. La batterie aussi est plus chère. Il ne faut pas opposer les deux. On aura besoin des deux parce que les usages sont différents. Certains auront besoin d'une grande autonomie, certains pas. Certains auront un load factor important, certains pas. Et du coup, le TCO, c'est pas seulement le coût de l'hydrogène, c'est pas seulement le coût du véhicule, c'est aussi l'usage, le coût de l'usage du véhicule. Donc pour les véhicules urbains qui roulent tout le temps, comme les taxis ou la livraison urbaine, c'est important de pouvoir travailler le plus longtemps possible. L'hydrogène, ça a beaucoup de sens. Pareil, le poids lourd, effectivement, ça a énormément de sens. Maintenant, quant aux stations, il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des très grosses. En Californie, quand je bossais pour Shell, je montais des stations à 400 kg jour. Alors qu'en Europe, la moyenne était plutôt à 200, avec un taux d'utilisation extrêmement faible en Europe. Il y a énormément de stations en Allemagne aujourd'hui, elles ne sont pas tellement utilisées. En France, par contre, c'est un peu le contraire, il n'y a pas trop de stations, il y a pas mal de véhicules. À Paris, par exemple, on a la plus grosse flotte de Mirai, enfin de véhicules à zéro émission avec les taxis Hype. Va falloir les alimenter. Donc voilà, il va falloir commencer très vite à travailler sur l'infrastructure, redéfinir les bons protocoles, les bons standards. On a la chance en France d'avoir des champions industriels dans la station-service. On a McPhy, on a HRS, on en a d'autres qui sont capables demain de produire énormément de stations et de les exporter aussi. Donc c'est assez important. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Hop, merci beaucoup. On peut passer ensuite aux questions que vous auriez dans le public. Pardon ? Ouais. There, okay. I may reach over you and push the slides from time to time. I can do it. That's okay. Okay, hello everybody. My name is Dr. Shane Stevens. Thank you for allowing me to give this talk in English. I think the only thing worse than my knowledge of the French language is my accent in the French language, so I think this will be smoother for everybody. The title of my talk today is Scaling to Achieve the Business Case for Hydrogen Refueling. I want to talk a little bit about my company's experience in California and what we've done to move in this direction. So we started the company, of course, with a mission, like any company should start, to foster the widespread adoption of hydrogen fuel cell vehicles and to improve the economics of driving and reduce its footprint on our planet, and of course, to change the world, right? We should all be out to change the world in a positive way. We were founded in California in 2013, and we did that to build and operate hydrogen stations with a focus on the customer experience, because that wasn't being accomplished. The cars were ready for commercialization, but the stations were still kind of demonstration engineering oriented. So we set out to do that, and to date we've achieved the largest hydrogen network in the world. We represent about 65% of the market share in California. We launched a brand based on a superior customer experience and a team that we've deployed to assure good uptime and availability of our stations. We've managed to raise $125 million in California grants and over $140 million in private funding. And we've also started doing a lot of development on the technology side, and we've developed and currently own assets of more than $20 million in the upstream supply of hydrogen.
And then finally, we've established a True Zero Hydrogen Innovation Center to help make all this happen. On the left side there, you can see our funding partners. So we received funding from several government agencies in California, also from Toyota and Honda, a couple of Japanese investment entities, and Air Liquide, a French company. So this is a map of California here on the left. Our network is strategically located so that customers can freely drive around California. The idea was to replicate a gasoline car experience, not to be tied down to a plug-in vehicle, but to be able to buy a car in San Diego and day one, take that car to go skiing in Lake Tahoe if a customer wants to do that. You can see there the breakdown of our stations. We have currently 29 stations open and operating. 19 are based on an older gaseous hydrogen supply model. And this is partly what I want to dive into in a little bit more detail today. Our newer 10 stations are based on a liquid hydrogen supply model. And you can see that the capacity of how much hydrogen those stations can deliver into cars is a big jump forward. And then finally, we have 51 stations in various stages of development. Some are in construction, some are in permitting, some are in land development to be open by 2025. Those will all be stations based on the liquid hydrogen model. We have 11,000 fuel cell cars on the road in California today. And I just wanted to provide some recent records of what we're doing. And actually, these are outdated because we hit a new record yesterday for both single day and 7-day. But in the month of September, we did 32,000 fills almost. We did over 9,000 fills over the course of 7 days between 28 September and 4 October. And our single day record is a little over 1,600 fills. Also wanted to point out a record day at a single station. So this is one of our new higher capacity stations where we did 311 fills on the 25th September, 655 kilograms sold. So like I said, I want to focus today on scaling in the business case. So again, I want to point out the transition from the gaseous hydrogen model to the liquid and dive into that in more detail. So the first generation of stations that we developed, we opened those, some in 2015, most of them in 2016, and we realized right away that there was a big challenge with the ability to scale and create a positive economic case. So you can see our first generation of stations there were based on what we call one fueling position. One car can fill at a time. And we were getting lines pretty regularly, pretty early on after we filled those stations. The other thing is that the compression system, the refrigeration system, the gaseous hydrogen storage, it was a footprint that was very large for what it delivered. So real estate is an issue in California. It's probably even a bigger issue here in France, certainly in Paris, I would assume. So that's something that we're always challenged with. The other thing is that gaseous storage can never be fully utilized. We can only draw down gaseous storage to about 25% of what's left in the heel. So that's a bit of a flaw in the system. And finally, the gaseous hydrogen distribution is costly and inefficient. Gaseous trailers can only offload about 50% of what's on board because you're equalizing pressure during a delivery. Maximum delivery sizes we've seen is about 180 kilograms. That's about enough to maybe fill 60 cars. That's in a whole delivery of a whole truck pulling up to a station, 60 cars. And gaseous trailers can only complete about 1.5 deliveries of this size before they have to go back and refill again. So we were getting 2 to 3 deliveries daily at each of our stations, which was just an unsustainable model. So where are we going now? Well, we're using liquid-based hydrogen stations to achieve the scale and economic case that we need. So we've been able to, through deploying this technology, achieve 4 simultaneous fueling positions. We're able to refuel about 450 vehicles in a day, and we're capable of doing more than that in the future. And we can achieve a positive business case while hitting cost parity with gasoline with this model. And then finally, if you're going to meet the needs of heavy duty and commercial vehicles, which we are actively doing, you need to be able to achieve scale as well. Some of the reasons why this model is more efficient. So again, more fueling positions, so less queuing. You get higher capacities in a station, 450 cars per day compared to about 80. You actually have a smaller footprint, about half the size in the system, even though you're able to deliver 5 times as much hydrogen out of that system. There's less energy demand in the liquid hydrogen system, about 75% reduction in OpEx.
And then, of course, you can do more volume, even though OpEx is more or less the same, right? So it's a better business case, lower price of fuel, because you're spreading your OpEx over a larger volume of fuel sales. And on the supply chain, we had a big impact too. Delivery assets can deliver 4,000 kilograms of capacity, so that's 4 to 5 deliveries per truck. Less frequent deliveries and larger capability. The CapEx for the station is similar, but there's much higher throughput, and you get a 40% reduction in the cost of the delivered product, right? So getting gaseous hydrogen delivered to our station was significantly more expensive than the liquid hydrogen product. But there's another key point here, which is that you need the liquid hydrogen supply, and liquid hydrogen is not available just everywhere. So we worked in partnership with Air Liquide, an investor in our company, who is scheduled to complete by the end of this year a liquid hydrogen plant dedicated to the transportation sector in North Las Vegas in Nevada. And I have newer pictures than this, but I didn't have permission from Air Liquide to share them, so sorry for the outdated pictures. But that's when they started doing the earthwork, and that's a schematic of the plant when it's supposed to be completed. I did want to talk about commercial and heavy duty just to give you a sense of scale, right? So achieving scale is really critical for this sector. This is 2 Hyundai heavy duty trucks filling at one of our stations. It's a retail station for light duty cars, so not optimal for this, but we're helping Hyundai with a demonstration program in California. But just to give you a sense, average fill for a truck is about 60 kilograms, maybe a little bit more. So if you want to do just 100 trucks per day, which is not a very large station as far as truck stops go, that's a 6,000 kilogram per day station. So far bigger than what we've been able to achieve even with liquid hydrogen on retail, right? So we need to be looking at ways to scale. We think the liquid model does this. So just a couple of conclusions. To achieve our mission statement, the hydrogen refueling model has to be scalable, repeatable, and exportable, right? Because we want the widespread adoption of hydrogen fuel cell vehicles in all markets, all over the world. It has to be capable of achieving a positive business case, because otherwise it's just not sustainable. And it has to be competitive with conventional fuel prices. We think that the liquid hydrogen production and delivery at scale with cryopumping best achieves these goals. And I say for now, because we pivoted once in our business, and this is a new market. We may have to pivot again. We're open to the next best thing that comes down the road, and we're always going to be looking for that. For now, this seems to be the best path for achieving this. The ability to scale is critical in the near term for commercial and heavy-duty sectors. And although more upfront investment is required for the liquid hydrogen production and the larger stations, we should invest in infrastructure that can sustain a business case. And we think that you have to leap to this next stage in order to do it. And I just want to point out one last thing. I talked about our record day on the 3rd of October. So the table there shows that on that particular day, we actually sold more hydrogen out of 9 of those large liquid retail stations than we did out of 19 of the smaller liquid stations, right? So the purpose of this model is already taking effect. We see the outperforming of the large liquid stations, more throughput, better business case, and we see it working already today in California. So I'll conclude there. Thanks so much again for allowing me to give the talk in English. Appreciate it. Thank you, everybody. Thank you very much. Il nous reste maintenant un petit peu de temps, je pense, une vingtaine de minutes pour prendre vos questions dans le public. Qui se lance? Je veux juste faire un commentaire. Bonjour. Au fait, on pourrait très bien atteindre zéro émission de CO2 d'ici 2035, c'est ça? C'est ce qui n'est pas possible pour l'instant. Mais il faut savoir aujourd'hui que produire de l'hydrogène nécessite beaucoup d'énergie et produit 3 fois plus de CO2 qu'utiliser d'énergie fossile. Donc, comment produira-t-on cette énergie, l'hydrogène, à l'avenir pour réduire ce taux élevé de CO2? Je ne sais pas. Oui, vous m'entendez là? Oui. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, l'hydrogène est déjà utilisé de façon industrielle depuis de nombreuses années. Vous avez à peu près 60 millions de tonnes au niveau mondial d'hydrogène fabriqué par vaporeformage. C'est-à-dire, on va craquer une molécule de gaz et pour obtenir 1 kg d'hydrogène, on va émettre 10 kg de CO2. Donc ça, ce n'est pas la meilleure des solutions.
Donc, de plus en plus, les différentes stratégies des pays, y compris la stratégie en France, mais aussi la stratégie en Europe, essayent de flécher pour aller vers ce que l'on appelle alors un hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est un hydrogène qui est fabriqué par électrolyse de l'eau en utilisant comme électricité uniquement des énergies renouvelables. En France, on a une spécificité qui est le nucléaire. Donc, on peut avoir de l'électricité nucléaire pour faire de l'hydrogène par électrolyse, mais ce ne sera que de l'hydrogène bas carbone. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du renouvelable nucléaire. Vous avez une réglementation, là aussi, dans le fameux package européen Fit for 55 qui va éviter de parler des couleurs, parce que c'est comme le caméléon, vous en avez dans tous les sens, c'est la taxonomie. La taxonomie va fixer un seuil de 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Et quand vous êtes en dessous de ce seuil-là, vous êtes considéré comme hydrogène bas carbone. Après, vous ne passez pas de l'eau froide à l'eau chaude comme ça d'un coup. Il faut que ça monte en température, comme on dit. Donc aujourd'hui, principalement, l'hydrogène est fabriqué par vaporeformage. Comment on passe à un hydrogène fabriqué massivement par électrolyse de l'eau, donc un hydrogène bas carbone? Ça va prendre un peu de temps. Vous avez aussi beaucoup d'argent qui sont fléchés sur des gigafactories d'électrolyseurs, avec beaucoup de champions industriels en Europe. Vous avez des objectifs nationaux. En France, c'est 6,5 gigawatts à l'horizon 2030. En Europe, c'est 2 fois 40 gigawatts à l'horizon 2030. Et je peux vous dire que déjà en Europe, on dépasse largement cet objectif, puisque vous avez 176 projets annoncés d'ici 2030. Et si je vous donne juste le chiffre de l'Espagne, ils envisagent de produire une capacité de production qui est au-delà de 50 gigawatts. Vous voyez, déjà eux seuls, ils veulent faire plus que l'Europe d'ici 2030. Mais entre les deux, il va falloir aussi qu'on accepte une progressivité dans les technologies dans une phase de transition, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'hydrogène décarboné ou de l'hydrogène bleu. Vous allez fabriquer votre hydrogène par vaporeformage, mais vous allez y coupler ce qu'on appelle du carbon capture storage ou du carbon capture usage. Donc dans un cas, vous allez stocker le CO2 émis, dans l'autre cas, vous allez utiliser le CO2 émis, et ça permet de baisser l'output avec le nombre de kilos de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc on voit bien 3 phases. L'hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui, on en sort. Le lighthouse, le point d'arrivée, c'est vraiment de maximiser le plus possible la production d'hydrogène bas carbone. Et puis entre les deux, il va y avoir une progressivité, le temps que les capacités de production se construisent. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui. On n'a pas parlé de la dangerosité de l'hydrogène due à sa volatilité. Est-ce que c'est un challenge dans le secteur des mobilités ou est-ce que c'est déjà techniquement complètement encadré? Non, c'est complètement encadré, c'est bien maîtrisé. Comme tous les carburants, il y a une concentration énergétique qui est là et du coup, il faut faire attention, même pour la batterie ou pour les énergies fossiles. C'est très bien maîtrisé, c'est contrôlé. Il y a des mesures de prévention qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de danger. Le véhicule, quand vous prenez le réservoir type 4 qu'il y a dans les Toyota, entre autres, j'ai vu un film où on a tiré dessus avec un pistolet et le réservoir n'a pas bougé. Donc non, c'est sûr. Je voudrais compléter en disant la dangerosité zéro, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si vous avez un véhicule, vous roulez quand même sur du carburant hautement inflammable. D'accord ? Vous ne posez pas la question de dire est-ce que je vais rôtir dans mon véhicule s'il m'arrive un accident. Il y a des normes de sécurité qui existent, il y a des homologations qui existent. C'est la même chose pour l'hydrogène. Les pompiers adorent travailler sur l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que déjà, en cas d'accident, admettons vous avez un accident avec un choc, vous avez des valves de régulation, de pressurisation qui permettent à l'hydrogène de s'évacuer très rapidement. Et l'hydrogène est un gaz très léger, très volatile, donc il s'envole dans l'air très très vite. Sa flamme n'est pas rayonnante comme le carburant classique, donc pour les pompiers c'est beaucoup plus simple d'intervenir sur un véhicule hydrogène. Et enfin, le centre mondial de compétences pour former les pompiers, il est à Aix-en-Provence. Donc on est quand même pas mal outillés. Peut-être
Oui, je voudrais juste compléter effectivement par le ferroviaire. Les 2 trains qu'on a actuellement en Allemagne, qui sont en service commercial depuis 2018, ont été certifiés, homologués pour pouvoir effectivement circuler sur le réseau allemand. Donc les Allemands apportent beaucoup de vigilance sur le sujet de la sécurité. C'est absolument essentiel, et dans le ferroviaire en général, et aussi en Europe et en France. Donc c'est un sujet aujourd'hui pour la mobilité très lourde qui est pris en compte très sérieusement et qui a démontré qu'on peut aujourd'hui faire circuler des trains dans les conditions de sécurité qui sont celles qu'on connaît déjà aujourd'hui. Et puis peut-être, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui. Peut-être, dernier point, le risque zéro n'existe pas. Valérie mentionnait les véhicules classiques, mais vous avez également un risque avec les véhicules à batterie classique, d'emballement thermique de la batterie. Donc on voit bien que sur aucun véhicule, au final, vous n'avez un risque zéro, mais c'est des risques qui sont tout à fait maîtrisables. Oui, une question sur les infrastructures. Donc, merci pour votre présentation. Je pense qu'il illustre bien les avantages qu'il peut y avoir, notamment sur la grosse mobilité, là où l'électrique a des limitations. Par contre, la dernière présentation, pour moi, a pointé du doigt une question. Et vous avez parlé des stations de distribution. Par contre, entre le lieu de production et la station de distribution, si on veut de la mobilité disponible un petit peu partout sur le territoire, ça veut dire quoi en termes d'infrastructures de transport pour justement apporter cet hydrogène, voire même de stockage également, parce que l'hydrogène, c'est, comme vous l'avez dit, c'est, avec peu de kilos, on fait beaucoup d'énergie. Par contre, l'hydrogène, ça prend quand même beaucoup de place également. Alors, effectivement, il y a tout un enjeu sur la distribution de l'hydrogène vers les stations. Et en fait, il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, une station, on peut fabriquer son hydrogène sur place avec de l'électrolyse. Il y a plusieurs cas de figure en France, dont la station de Saint-Cloud qui va s'ouvrir très, très prochainement, cette semaine, je crois, qui sera l'une des plus grosses stations en France. Elle va faire 1 tonne jour avec électrolyse sur place à Paris, sur le périph'. Donc ça, c'est quand même, c'est pour vous prouver aussi qu'on peut fabriquer l'hydrogène sur place. Après, aujourd'hui, quand il n'y a pas beaucoup de volume, une distribution par tube trailer, par un distributeur comme un Air Liquide ou un Air Product ou un autre gazier, est très faisable. La grosse question, elle va se poser demain, lorsque l'on va devoir approvisionner des poids lourds avec des grosses stations de 1, 2, 3 tonnes jour. Là, on va se poser la question de savoir quel est le meilleur réseau de distribution. L'Europe est en train de mettre en place un gros projet qui s'appelle le Hydrogen Backbone, la dorsale hydrogène, pour reconvertir un certain nombre de pipelines hydrogène pour justement créer ce réseau pan-européen, pas uniquement national, mais pan-européen, qui va des gros hubs de fabrication d'hydrogène près des renouvelables pour emmener cet hydrogène vert là où on en a besoin. Donc en fait, il y a toute cette infrastructure qui reste à créer, c'est clair, c'est un gros challenge. Mais aujourd'hui, l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il peut être produit sur place et transporté aussi. Voilà. Alors là aussi, pour compléter, il y a cette étude qui donne lieu à la stratégie et à la réglementation Energy System Integration, qui est en train aussi d'être discutée au niveau européen. Vous avez les 10 principaux TSO qui ont fait une étude, European Backbone, qui a montré 2 choses. La première, enfin même 3. La première, on a des assets fabuleux puisqu'on a des réseaux de gaz déjà existants. La deuxième, c'est que ces réseaux de gaz, 75% d'entre eux peuvent transporter de l'hydrogène. Alors, ils peuvent essentiellement transporter de l'hydrogène en blending, c'est-à-dire quand vous allez fabriquer de l'hydrogène ou quand vous allez avoir des renouvelables qui vont fabriquer l'électricité, que cette électricité ne peut pas être valorisée sur le réseau, vous pouvez la stocker. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Une façon, c'est de l'injecter dans le réseau de gaz actuel, la mélanger à la molécule de gaz. Mais le plus important, c'est que 25% du réseau existant peut transporter de l'hydrogène et de l'hydrogène seulement. Et c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Tu as bien connu ce sujet quand tu étais chez Shell aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont en train d'arrêter d'utiliser leur réseau de gaz pour des raisons plutôt qu'on ne mentionnera pas, mais plutôt géologiques et autres, et de convertir leur réseau à transporter de l'hydrogène. Et là, c'est fabuleux parce que ça va permettre de connecter les pays qui sont excédentaires en production d'électricité à partir de renouvelables
avec les produits fortement consommateurs. C'est dans cette optique-là que l'Europe a fixé cet objectif de 2 fois 40 gigawatts, 40 gigawatts de capacité de production en Europe et 40 gigawatts de capacité de production dans des pays partenaires, notamment le Maroc. Donc vous produisez avec de l'électricité photovoltaïque, vous produisez l'électricité au Maroc, vous la transformez par électrolyse en hydrogène et vous utilisez les pipes et vous remontez toute la dorsale européenne. Bonjour, vous avez parlé donc de la mobilité terrestre avec le train, notamment avec les véhicules automobiles. Qu'en est-il? Quels sont les enjeux pour la mobilité aérienne? Je sais qu'Airbus travaille activement sur le sujet, avec Air Liquide notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Non, mais je commence tout juste, après je passe la parole à Valérie. La mobilité pour l'aviation, en tout cas la grosse aviation, ça sera pour un peu plus tard, plutôt vers 2030, mais effectivement, il faut commencer à y travailler tout de suite. Il y a quelques startups qui se sont lancées, comme Zero Avia, pour des véhicules, enfin des avions un peu plus petits, où là, on commence déjà à faire du prototype et à faire des tests. Pour l'aviation, il y a plusieurs solutions. Donc, soit on utilise de l'hydrogène liquide, mais je ne sais pas encore comment ça va marcher. Soit on fait des SAF, des carburants synthétiques à partir d'hydrogène vert. Donc on recombine du CO2 avec de l'hydrogène pour faire du kéro, en gros. Voilà. Il y a plusieurs routes qui sont étudiées. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas, je ne suis pas Airbus, mais voilà, il y a plusieurs options qui sont sur la table aujourd'hui. Non, mais j'allais juste. C'est pas non plus mon domaine de compétence, mais ce qui est clair, c'est que ça demande une telle densité énergétique que ça fera partie des tout derniers use cases, si vous voulez, qui basculeront sur de l'hydrogène ou même sur des solutions à batterie. Donc l'aviation, c'est le dernier segment des transports qui pourra être décarboné, si vous voulez. C'est le plus complexe à décarboner. Alors, il y a quand même des choses qui se passent entre-temps. Oui, Airbus, c'est pas avant 2035, donc ça laisse un petit peu de temps. Deuxièmement, il y a une alliance sur l'aéronautique qui s'est montée aussi à Bruxelles pour accélérer la décarbonation du transport aérien avec des solutions zéro émission. Donc ça va aussi donner ce boost nécessaire et des moyens financiers conséquents. Mais aujourd'hui, ça commence déjà par la décarbonation des aéroports. Donc vous avez des hubs, il y a toute une stratégie de hubs largement financée en Europe aussi pour le maritime et pour l'aérien. Parce que les aéroports, vous commencez déjà par décarboner les différents bus pour voyageurs, les différents véhicules qui vont être sur l'aéroport. Ensuite, qu'est-ce que vont faire les compagnies aériennes? Elles vont avoir besoin de décarboner tout ce qui est APU. APU, c'est Auxiliary Power Unit. Donc, quand vous rentrez dans un avion qui fait 40 degrés dehors, il faut bien alimenter en énergie l'avion pour que la clim marche. Autrement, ça devient très très vite inconfortable. Et cette énergie aujourd'hui carbonée qui est souvent générée par un générateur thermique, vous pouvez le remplacer par un générateur hydrogène qui n'est pas sur l'avion. L'étape d'après, c'est de le mettre sur l'avion. L'étape d'ensuite, c'est d'arriver à avoir un APU suffisamment puissant pour permettre le green taxing. C'est quoi le green taxing? C'est la roue motorisée qui permet à l'avion, pour le taxing in et le taxing out, d'être en mode électrique. Mais bon, l'électricité, il faut bien la produire. Donc, il y a des étapes pour ensuite arriver au Graal, qui est l'avion complètement zéro émission. Mais là, l'équation à résoudre, c'est comment on peut embarquer suffisamment d'énergie. Donc ça passera par des petits avions, des moyens avions, des moyens courriers. Voilà, il y a une progressivité, ça ne sera pas tout de suite, quoi. Bonjour. Pour parler de stations de recharge rapide électrique qui nécessitent des puissances importantes, on arrive à 1 MW, 1 MW 5 par exemple, pour une station de recharge pour 10 véhicules en simultané. Est-ce qu'une pile à combustible peut être une solution pertinente par rapport à des transports d'énergie électrique traditionnels ? En fait, votre question, c'est quoi? C'est est-ce qu'à la place d'utiliser une source d'électricité pour alimenter en énergie une borne de recharge, on ne pourrait pas mettre un petit générateur avec une pile à hydrogène Exactement, pour produire l'équivalent. Parce que transporter de l'énergie sur des kilomètres, ça coûte cher, c'est de la maintenance. Et une solution de stockage avec une pile à combustible et un stockage hydrogène local,
ça pourrait résoudre des situations sur lesquelles on n'a pas de solution aujourd'hui simple. Alors ça existe. Il y a des sociétés qui font ça. Par exemple, sur le port de Long Beach, où on a monté la première station poids lourd avec Toyota pour les camions de classe 8, on fabriquait l'hydrogène sur place avec une pile qui s'appelle une MCFC, une Molten Carbonate Fuel Cell, qui va prendre du gaz naturel et le transformer en hydrogène sur place et aussi pour produire de l'électricité qui va alimenter tout le centre logistique autour. Donc ça existe, ces solutions existent. Il y a la PMO de température, il y a la Molten Carbonate Fuel Cell. Il y a plein de sociétés qui font ça aujourd'hui. Tout récemment, alors c'était pas pour des bornes de recharge électriques, mais tout récemment, la Tour Eiffel a été illuminée en électricité par un générateur posé à son pied qui a été développé par la société Energy Observer. Ils ont utilisé de l'hydrogène décarboné pour produire l'électricité, illuminer la Tour Eiffel. On n'en est pas encore à la réflexion, fournir l'électricité à des bornes de recharge pour fournir de l'électricité à des batteries. Parce que comme ça a été mentionné au début, là, vous faites du power to gas to power. Donc à chaque fois, vous avez une perte énergétique. Et en fait, il y a toute une réflexion aujourd'hui qui se porte sur ce qu'on appelle le V2G, le Vehicle to Grid. Toyota, par exemple, le véhicule de Toyota permet aujourd'hui de fournir de l'électricité en cas de besoin pour alimenter une maison, par exemple, ou des services de secours. Ça a été vu récemment en Californie pendant les problèmes d'incendie. Voilà. Donc, c'est des discussions qui sont en cours. Il y a pas mal d'études qui sont faites. En tout cas, la solution d'alimentation de générateurs d'électricité par hydrogène, ça existe. Mais en fait, le sujet, c'est est-ce que le réseau est dimensionné pour pouvoir accueillir une station de charge rapide? C'est-à-dire que si le réseau est dimensionné, il n'y a pas beaucoup de pertes à transporter de l'électricité, donc il y a tout un tas d'autres solutions effectivement pour lisser la charge sur le réseau. Après, c'est vrai que ça peut prendre son sens si on est dans une zone assez isolée, qu'il n'y a pas le réseau et que là, du coup, ça nécessiterait une infrastructure, de toucher à l'infrastructure électrique. Mais si c'est juste pour lisser le pic de charge et que le réseau est capable de fournir ce pic, il y a tout un tas d'autres solutions plus avantageuses. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, il existe sur la planète des gisements naturels d'hydrogène. Pensez-vous les exploiter et si oui, comment? Bon, on n'est pas des spécialistes de l'hydrogène naturel, même si j'ai fait une intervention à leur forum qui s'est tenu juste avant l'été. Donc il y a un forum sur l'hydrogène naturel. C'est une piste qui est étudiée. Vous avez beaucoup de gisements d'hydrogène naturel dans le monde. Tout l'objectif, on en revient, c'est comment je l'extrais, comment je le stocke, comment je le transporte et à quel coût. Donc c'est peut-être une solution qui se développera dans les années à venir, mais pour l'instant, on n'est pas encore au passage à l'échelle industrielle pour l'hydrogène naturel. Je suis désolée, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai une autre conférence qui démarre dans 5 minutes. Merci. Oui, bonjour. Voilà, j'avais une question concernant les technologies de motorisation hydrogène à combustion interne. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux technologies classiques qu'on a de système pile à combustible, moteur électrique? Peut-être, premiers éléments, oui. Donc le principal avantage, en fait, ce serait d'utiliser la technologie de moteur à combustion classique. C'est le principal avantage. Après, ça génère un rendement qui est encore plus faible, parce que là, on combine en fait les rendements amont pour la production d'hydrogène et puis le rendement du moteur thermique qui est assez faible, même à hydrogène. On régénère quelques sujets sur des émissions de particules avec des moteurs thermiques à hydrogène. Donc, c'est vrai que c'est une des pistes qui est... que certains considèrent toujours pour des gros véhicules principalement. Maintenant, c'est pas la piste favorite, ce ne sera pas la principale solution. En fait, pour compléter, c'est une solution qui est regardée par certains constructeurs qui ont déjà la technologie du gaz, de la combustion interne du gaz, comme le CNG ou le LNG. Donc ça leur permettrait d'accélérer sur le déploiement, sur l'utilisation de l'hydrogène en convertissant leur power, leur motorisation actuelle. Donc c'est juste une question de vitesse
Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut faire une étape intermédiaire avec de l'ICE pour commencer à utiliser l'hydrogène, ou est-ce qu'on passe tout de suite à la motorisation électrique avec une pile à combustible? Ça, c'est des questions stratégiques. Certains constructeurs recherchent la rapidité, d'autres recherchent plutôt le long terme. Voilà. Ouais, pour les ferroviaires, c'est un sujet qu'on regarde. C'est un sujet qu'on regarde en fait dans le cadre de locomotives, notamment ce qu'on appelle les locomotives de manœuvre, qui peuvent avoir en fait très peu de place pour pouvoir loger à la fois une fuel cell, à la fois des réservoirs hydrogène. Donc la solution en fait de réutiliser des moteurs thermiques et d'y injecter de l'hydrogène pourrait être une solution. Donc pour ces locomotives en fait très contraintes, très petites, très polluantes actuellement en diesel dans les zones urbaines, suburbaines, donc pour les gares de triage, là c'est un sujet effectivement qui pourrait faire sens. Mais dès qu'on peut en fait dans un train avoir le volume suffisant, avoir finalement les contraintes de masse qui soient respectées, parce qu'on a des grosses contraintes au niveau des masses paressieux dans le cadre du ferroviaire. On préfère privilégier directement la solution la plus propre, qui soit zéro émission de CO2, zéro émission de NOx, et zéro émission de particules. Donc c'est un peu ce qu'on privilégie aujourd'hui. Une toute dernière question. Bonjour. On a parlé de trains, d'avions, de locomotives. Dernière question pour le maritime. Il existe des stations qui transforment l'eau, H2O, en hydrogène pour fournir de l'électricité. Est-ce que vous avez déjà vu des prototypes de bateaux qui prennent l'eau, le transforment sans passer par une phase de stockage en énergie pour propulser le bateau? I translate for my US citizen. Have you already seen a boat prototype, using the water from the lake to transfer in energy in order to move the boat? Thanks. Alors en fait la question c'est, pour transformer l'eau il faut de l'énergie. Et que ce bateau, s'il est sur l'eau, son énergie elle vient d'où? C'est la grosse question en fait. C'est est-ce qu'il transporte des batteries, qu'il va utiliser cette énergie des batteries pour transformer l'eau en hydrogène, pour ensuite refaire de l'électricité? Dans ce cas-là, autant utiliser directement la batterie pour alimenter la motorisation. Donc je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, mais si c'est le sens de votre question, c'est d'utiliser la ressource là où on l'a, à savoir l'eau. Il faut pas oublier que l'hydrogène c'est un vecteur énergétique. C'est pas l'énergie. L'hydrogène est juste là pour transporter cette énergie. Donc il faut une source et il faut une utilisation. L'hydrogène, il est juste là pour transporter les électrons. I can comment as well. So I think for what you're referring to as electrolysis, right, converting water into hydrogen, this is a very big topic right now, especially using renewable sources of electricity like wind or solar. And there's two schools of thought, is to do it in a centralized location on a large scale, and then to do it on site, right, at the location of the station. And with our model, we're looking at more central scale production with liquefaction of hydrogen. And so yes, we're exploring, the use of electrolysis to do that in a central scale model to produce liquid hydrogen. Everything downstream from the liquid hydrogen production would be, the same as what we're doing in our model, so in our business model. Merci beaucoup à tous pour votre attention et pour vos questions. Bon après-midi.